du génie, alphabétiser les militaires. La nuit, nous partions chez nos officiers supérieurs, colonels, membres du comité militaire, du salut national, du régime d'Haïdallah ou du parti politique d'Haïdallah, et sur des masses pour leur poser le problème. Vous êtes des ministres, vous êtes des colonels, nous vous félicitons. Aujourd'hui, il y a des problèmes cruciaux qu'il faudra défendre, le problème des langues nationales. Tous, nous partions dans la nuit. Il y a eu un manifeste très célèbre, le manifeste des négros mauritaniens, avant le manifeste justement de 1986 qui était fait, dans les années 1978, nous l'avons distribué massivement à tous les officiers de la Mauritanie, à l'étendue de la Mauritanie, même Jeune Afrique, Siraj Diallo, à l'époque aussi, en avait parlé. Et nos officiers supérieurs, donc, étaient sensibilisés. Et quand nous venions avec ces documents à la chaise, à domicile, ils nous disent, on a un bon école. Mais ce que vous faites là est vraiment extrêmement grave. On a comme vous ne savez pas que nous sommes des hommes du pouvoir et vous nous donnez des tracts aussi incendiaires. Nous le disons qu'on l'a mis en vous êtes au pouvoir. Vous devrez gouverner avec la vérité. C'est le moment où jamais. Vous devrez dire la vérité au colonel Haïdallah que nos langues doivent être enseignées. Poten, voilà, peten. C'est un mot d'ordre. Poten, la légalité. Nous nous rencontrons, nous dialoguons, nous développons notre pays. Péchen, pays là, nous le partageons. Chaque ethnie, chaque race se détermine comme elle veut. Poten, voilà, Péchen, dialogue Dakar. Et les officiers ont compris. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage. Le colonel Diop Abdoulaye, le colonel Soumaré, le colonel Dia, ils sont nombreux. Si j'oublie certains, le colonel Ahmad Babali, qu'il me pardonne, le 19 octobre 1979, quand il y a eu justement une réunion autour des problèmes des langues nationales, Haïdallah a eu le courage. Ce n'est pas parce que je suis haïdaliste, au moins je te pose ces problèmes-là. Il est grand temps d'en discuter, parce qu'il déstabilise la Mauritanie depuis 1966 en un jour. Il faut que les Mauritaniens quand même apprennent à vivre ensemble. Nous sommes un beau pays, des Arabes et des Noirs. Si nous réussissons à résoudre cette contradiction, ce sera une chance pour nous, un exemple pour toute l'humanité. Et c'est vrai. Nous n'avons pas eu encore de président du Sud pour transcender ces questions. On a discuté 9 jours. La bataille était houleuse. Il a failli y avoir un affrontement physique entre les officiers. Et de laisser le République arrêter. Moi, colonel Haïdallah, président de la République de Mauritanie, je décide que le Polar, le Wolof et le Soninké sont devenus des langues nationales de ce pays. Je décide que l'Institut des langues nationales doit être créé. Je décide que ces langues doivent être expérimentées pendant 6 ans avec le budget de l'État. Je décide que ces langues doivent être transcrites avec le caractère latin, parce qu'il y avait un débat. Faut-il transcrire ces langues avec le caractère arabe, ou bien avec le caractère latin? Avec Haïdallah, la tension a baissé. Nous étions ici au niveau de la France, nous avons battu les macadam. Nous avons envoyé des motions de soutien à Haïdallah, parce qu'ici au niveau de la France, en tant qu'étudiant, j'ai parcouru toute la France pour créer les cellules de Kautal, Django, Poulard, Fulfulde, Vindere, la Fédération mondiale de l'enseignement du Poulard et du Fulfulde, depuis août 1981 au niveau de Bordeaux. J'ai levé ma voiture partout dans les foyers pour sensibiliser les gens. Ici en France, avec le professeur, docteur d'État en linguistique, Mohamed Ali Modibo, qui est un Camerounais, et son épouse, Ursula Boumagarde, une Allemande, linguiste et spécialiste en Hausa. Nous nous sommes battus pour le développement des langues nationales africaines. Nous avons créé ici un journal qui s'appelait Bindi et Djandé. L'écriture dans la langue polaire. C'était sur l'époque du ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, qui nous a appelés pour dire qu'il ne reconnaît pas toutes nos langues parce que nous sommes dangereux. Nous avons dit pourquoi nous sommes dangereux. Michel Poniatowski a répondu parce que les Noirs en général, quand ils viennent ici, ils veulent l'aide des Français comme symbole. Voilà les bons Noirs que nous voulons. La francophonie, nous voulons qu'elle se développe. Si vous abandonnez la francophonie, vous ne parlez d'africophonie, alors nous risquons de disparaître. Vous réduisez l'étendue de nos langues, vous êtes dangereux. Ah, mes amis, ça a été dur, hein, ce que j'ai dit à Michel Poniatowski. Grosso modo, il a fini par reconnaître notre journal et nous donner le récépissé. Pour la première fois dans l'histoire alimentaire en France, il y a ici une revue qui développait les langues nationales. Et c'est le moment de remercier et de nous rappeler d'Alpha Ibrasso.
un grand linguiste guinéen, qui avait ici une édition qui s'appelait Nibia, ici, qui collaborait avec l'UNESCO, qui nous a aidés à développer d'abord le polar ici au niveau de la France. Et avec notre structure, nous avons appelé tous les intellectuels à développer les langues africaines. Sur cette expérience que nous avons ici, je l'ai transposée au niveau de la Mauritanie. Je pense à Djibimboy, je pense à Omar Dia, je pense à beaucoup d'autres. Ils sont nombreux, je ne peux pas les citer, qu'ils soient de mon clan politique ou pas, qui ont participé d'abord au développement de nos langues nationales. Je m'excuse, je ne parle pas de ces gens-là, mais l'histoire ne pourra jamais les oublier. Alors, au niveau de la Mauritanie, cette bataille-là, nous avons mené cette pression. Nous partions de quartier en quartier, de maison en maison, dans notre poche, avec nos maisons. Nous louions de Land Rover avec Diop Alpha, Alba Fati, avec Seydou Kane, avec Ibrahim Sarr. Nous sommes partis jusqu'à mon village, comment mobiliser toute la région de Mbagne pour le développement des langues nationales. Nous avons envoyé des motions au niveau du pouvoir, donc le 19 octobre 1979, avec surtout l'association pour la renaissance des polars, avec surtout les émissions que nous avions à la radio, et beaucoup de patriotes sur le terrain. Haïdala a reconnu au moins l'importance des langues nationales et nous a donné point de goût. Et la tension culturelle avait baissé avec Haïdala. Et surtout avec Haïdala, je reconnais, très sincèrement parlant, il y a eu un rééquilibrage ethnique au niveau du pouvoir. Beaucoup de ministres noirs, beaucoup de membres du comité militaire étaient des noirs. Haïdala a voulu restaurer la vérité à sa façon et ça a marché. Certes, il y a eu de la dictature. Certes, il n'y avait qu'un parti uni. Certes, peut-être qu'il a appliqué une mauvaise charia, où il ne coupait que des mois des noirs. Certes, il a liquidé les colonels ou les maires, etc. Certes, mais aucun pouvoir n'est parfait. En ce qui me concerne, dans le domaine de la langue nationale, Haïdala a été seul à nous donner satisfaction. Ainsi donc, son pouvoir s'est durci. Ainsi donc, Haïdala s'est approché plus de l'Algérie que du Maroc. Ainsi donc, il s'est radicalisé probablement contre les positions de l'Occident. Bon, il a été sensible trop, comment dirais-je, à la pression islamique. L'Occident donc en voulait à Haïdala. Ainsi donc, le 12 ou le 14 décembre 1984, ils ont appuyé justement Maouya, qui était d'abord le chef de corps de la gendarmerie, qui était aussi le premier ministre d'Haïdala. Haïdala avait fini l'envoyer à l'état-major comme chef d'état-major de l'armée. Alors, il a profité justement du voyage de Haïdala à l'extérieur et la France a manipulé tout de suite Maouya pour dégager Haïdala du pouvoir. Et Maouya a pris le pouvoir en 1984. Le peuple est venu l'accueillir comme un libérateur. Devant le palais présidentiel, il a accueilli la masse pour lui dire publiquement, allez-y, vous êtes libre. Vous êtes libre. Et la masse croyait qu'elle était libre. Eh bien, le pouvoir corrompt. En 1986, les Flamands... À ce moment-là, est-ce que vos partis politiques ont pu sortir de la clandestinité? Moi, à cette époque, j'étais encore en France. J'étais étudiant. Parce que moi, mon problème, c'est que j'étais étudiant, je faisais la navette entre la France et la Mauritanie. Je revenais ponctuellement en Mauritanie, faire avancer la lutte sur le plan culturel, sur le plan... Et même au Sénégal, faire avancer la lutte culturelle. Je suis l'un des principaux pionniers du développement du polar à l'échelle mondiale depuis Ahmed Malick Gaye. Donc Sénégal, Mauritanie, les cassettes, la radio, la télévision, je connais à l'échelle mondiale. Vous dites Mourtoud, on vous dit mon nom est assimilé au polar. Je m'excuse, c'est trop difficile de parler du soir. Vous le voyez bien, je suis modeste, mais certaines choses, comme je suis mêlé au développement de cette langue, ce n'est pas par arrogance, par négaligami que je le dis, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, je dis ce que je fais. Je fais ce que je dis. C'est ma devise. Donc voilà le problème. Donc dans cette phase-là, j'étais encore ici en France. Et donc, lutte culturelle, lutte politique encore en France. Nous sommes en liaison aussi avec les gens de la Mauritanie. Nous avions aussi des noms de guerre. Écoutez, parce qu'il y avait la censure en Mauritanie. L'un de nos amis, un ancien député, quand on écrivait des lettres, Monsieur Daré, il connaît l'adresse, il reçoit la lettre. Moi, par exemple, Madame Bosse Koumbe Djiguen, je reçois ça sous le nom d'une femme, sous le nom de Mamadou Sow, etc. Dès sa femme, quand elle voyait sa lettre, elle pensait que son mari a une deuxième femme. Là-bas, au niveau de la Mauritanie, je venais calmer cette femme, lui dire non, non, c'est mon nom, de la clandestinité, n'aie pas peur, sinon les lettres ne viennent pas.
Donc, on se communiquait de cette façon, les lettres venaient, on ne pouvait pas tout censurer parce que ces noms sont bizarres. Donc, ce n'est pas Moutoudo, ce n'est pas Seydou Kane, ce n'est pas Ibrahim Sarr, ce n'est pas... Hein? Alors, ça passe. C'est comme ça qu'on se communiquait. Donc, la lutte avançait, encore par les journaux, par la presse, par le téléphone. Alors, il y avait une jonction entre les luttes internes et les luttes externes. Il y avait une jonction, mais ici, au niveau de la France, il y a une forte tension entre les mouvements politiques, d'un côté. Et ensuite, il faut avouer quand même que les anciens marxistes avaient fait un front avec les arabo-berbères. Je ne les condamne pas. Nous avons été fermes pour leur dire qu'il n'y a pas de langue de ciment. Il faut qu'il y ait une égalité entre les langues, le polar, le wolof, le soninké et l'arabe, en point en train. La langue la plus dynamique exprime les réalités, la technique, la science et le commerce s'imposera d'elle-même d'une manière dialectique et non mécanique. En point en train. Alors, au niveau de l'opposition mauritanienne, c'était moins on reconnu la véracité de nos discours. Ils sont venus nous dire, nous allons travailler ensemble. Nous avons dit, Djaber Bakari, c'est un intellectuel très dynamique, nous avons des soninké et autres, nous ne sommes pas racistes. Nous travaillons ensemble, mais notre credo est le même. L'enseignement des langues nationales. Ici, donc, même avec le mot blanc, reconnaissez le principe de l'égalité des langues et de l'importance de l'enseignement des langues nationales. Moi, j'ai eu plusieurs fois ma bouche coupée. Je reconnais que plusieurs fois, Haïdal a rétabli ma bouche. Quand j'écrivais, je lui disais ma bouche est coupée. Avec les notes de mes professeurs, mention très bien, etc. Haïdal a écrit à l'ambassade pour dire que c'est injuste de couper à cet étudiant mauritanien qui travaille très bien. Je reste 6 mois, 7 mois vivement, on me convoque à l'ambassade pour dire que le président de la République a intervenu pour dire qu'on va rétablir votre bourse. Je dis que sur ce point-là, il a été juste, je ne suis pas son guerrier, je n'ai jamais été son parti. Je suis de l'opposition depuis 1956 à nos jours. Je n'ai jamais servi en régime politique. Et je peux dire actuellement que je suis le seul. Et je remercie Allah de m'avoir donné de la force. Je remercie Allah de m'avoir sauvé de tous mes ennemis, tous les dangers qui continuent encore à m'encourager à aller de l'avant. Je ne lutte pas pour un portefeuille, pour une situation quelconque. Je ne lutte pas pour l'argent. Je ne lutte pas pour des faveurs là éphémères. Je lutte pour l'égalité, la justice, le développement. Je lutte pour la solution de la question nationale. Je lutte pour l'égalité, pour le développement. Je lutte pour l'unité africaine. Je lutte pour un monde altermondialiste. Bref, donc, avec Taya, quand il est venu au pouvoir, les flammes ont écrit le document qu'ils ont écrit, ils ont posé les frais. Et d'autant plus que Taya a bluffé avec la démocratie. Il disait qu'il va restaurer l'égalité, qu'il va restaurer la justice. Les flammes ont voulu en tout cas vérifier la véracité des principes de Taya en publiant ce manifeste quand même. Même si le manifeste a été distribué au niveau de l'OEA, ce qui a été une surprise justement pour Taya, ce n'est pas du tout une raison de s'attaquer comme ça sur une ethnie, de la brutaliser, d'écraser, de tenter de défacer tous les cadres pour l'art de la Mauritanie qui contestait son régime. On pensait même que j'étais le président de Flamme qui avait écrit ce document. Et le document a été écrit de telle sorte que, quand on parle de Cheikh Anta Diop, on dit que c'est Moutoulo. Je suis un disciple de Cheikh Anta Diop. J'ai traduit Nation Agriculture en polar. Et Cheikh était mon maître, comme le maître de Seydou Kane. Quand on dit Diabogo, Seydou Kane est un grand sociologue, un grand historien, eh bien, on pense que c'est Seydou Kane. Je ne rentre pas dans beaucoup d'histoires, beaucoup de magouilles, je respecte beaucoup de gens. Alors, on a dit que c'est nous. Dieu sait que nous n'étions pas du tout au courant. Et nous n'avons pas aussi rédigé le manifeste. Ceux qui l'ont rédigé aussi, nous les félicitons de toutes les façons. Ils ont dénoncé l'injustice. En point en train, je veux dire que Taya n'était pas correct. Il a exagéré de frapper les gens, de tuer, d'emprisonner, de déporter. Et à Walata, il a écrasé, il a écrabouillé de grands intellectuels comme Youssouf Gueye, moi-même, Djigo Taksir, un ancien ministre des Finances, un ancien polarologue, l'un des pionniers qui a développé le polar. Bon, le lieutenant Abdul Goudous, tant d'autres sont devenus aujourd'hui des martyrs. Oui, la mémoire du peuple doit être restaurée. Oui, ce travail que vous faites est capital pour la postérité. Oui, le peuple mauritanien, particulièrement au niveau noir, est un peuple amnésique. On a effacé notre histoire. On a banalisé notre culture. On nous a marginalisés sur le plan économique, sur le plan culturel. On a récupéré nos terres du Valo. On a refusé l'égalité au niveau de la radio et de la télévision. Oui, Taya a organisé les pogroms en 1989, soutenu par Saddam Hussein.
qui disait que le monde arabe commence à partir de la mer Rouge, justement, à l'océan Atlantique. Et que le même sort que 250 millions de Noirs ont subi dans les pays arabes, le même sort que nos frères aratines ont subi justement en Mauritanie, il fallait arabiser ou haratiniser les Halpola, les Wolof, les Soninké de la Mauritanie pour avoir la paix. Ou bien, c'est-à-dire qu'il fallait nous assimiler, nous imposer la langue arabe, parce qu'il y a 250 millions de Noirs comme moi dans les pays arabes qui n'ont que l'arabe comme la langue maternelle, qui ont perdu leur langue de départ, y compris les Coptes de l'Égypte. Et il y a des Noirs en Tunisie, il y en a aussi au Maroc, il y en a même un peu partout. Ils ne parlent plus leur langue maternelle, sauf au Soudan, où il y a les Agnagnas qui ont résisté par la force des armes. Au niveau de la Mauritanie, constitue une particularité qu'il fallait forcément effacer. Oui, j'allais juste vous poser une question là. Ould Taya, comme vous dites, est arrivé en décembre 1984. Et la répression après le manifeste, c'est que 2 ans en 1986. Même pas 2 ans après. Alors, Ould Taya, en fait, il est arrivé au pouvoir en disant c'est la liberté, je vais vous donner la démocratie. C'était complètement faux ce qu'il disait ou c'était en fait quelle était sa politique, sa volonté politique? Écoutez, Ould Taya a trompé tout le monde. Les gens ne le connaissaient pas. À l'époque, on croyait que c'était un Moor français. Il fumait, buvait son alcool, son pastiche, un point entrée, un individu marginal, de toutes les façons. Il prend le pouvoir, on ne le connaissait pas, justement comme les autres. Donc, Taya a dit qu'il va organiser les élections municipales, qu'il va organiser les élections législatives, qu'il va annoncer le multipartisme. Déjà, c'était important au niveau de la Mauritanie, avec toutes les dictatures qu'il y a, et au niveau de l'Afrique, sauf au Sénégal, qui est une exception démocratique. Vous le voyez bien. Après 2 ans de pouvoir, le pouvoir corrompt. Avec la pression des mouvements panarabistes à l'intérieur du pays, l'État était arabisé, il faut encore arabiser davantage, avec Saddam Hussein. Vous imaginez, de l'Irak, avec les bassistes qui forçaient systématiquement à arabiser la Mauritanie, avec la contestation négro-africaine qui avait abouti à la reconnaissance de la langue nationale au niveau de la Mauritanie. Or, une expérience de 6 ans sous Taya, cette langue devrait venir au niveau de l'enseignement secondaire, avec la pression que nous avons continuée, et la pression des mouvements panarabistes sur Taya, et aussi de Saddam Hussein. Taya avait une équipe, coûte que coûte aussi, qui voulait arabiser, faire aboutir l'arabisation à son terme, à profiter justement de l'événement de Doundoukoré en 1986. Il y a eu la contestation des Noirs. De 86, 4 ans après son pouvoir. Voilà. De là, il s'est radicalisé avec cette contestation-là. Il s'est crispé. Il n'y avait pas que Taya. Il y avait le colonel Saint-Père. Et tantôt, surtout le gourou du système de Taya, c'était le colonel Saint-Père. Djibril Abdallah. Et d'autres, ils ont dit maintenant, nous n'avons qu'un seul choix. Arabiser la Mauritanie. Les Noirs sont des musulmans. Ils acceptent d'être arabisés, ils restent dans le pays, sinon ils les effacent. Mais c'est le plan, justement, d'effacement des Noirs de la Mauritanie qui a été conçu. Et alors, en 1989, Taya a profité, et quand il y a eu le coup d'État de 1987, pour la première fois dans l'histoire de la Mauritanie, les Noirs osent imaginer prendre les armes et de remettre en cause le régime de Taya. C'est un défi majeur qu'il ne pouvait être pardonné. Il a liquidé, il a tué, il a effacé tous les alpouins de l'armée, la police, la garde, la gendarmerie, il a licencié des fonctions. Vous n'êtes plus des citoyens. Je suis là par la force des armes et je réglerai aussi ces contradictions par la force des armes. Mais où est la démocratie? Pourtant, même s'il y a eu des dérives, même s'il y a eu des erreurs, en tant que chef d'État, il devrait être au-dessus de la mêlée. Le pouvoir s'accorde pour dire que de toutes les façons, il y a eu des erreurs, je vais les régler d'une certaine façon. Taya a appris les contradictions. En 1989,
un simple conflit entre des agriculteurs et des éleveurs sénégalais et mauritaniens. Mais le Sénégal et la Mauritanie, c'est un même pays. On ne peut pas séparer le Sénégal et la Mauritanie. Nous sommes aussi bien Mauritaniens qu'au Sénégalais, de la même manière que les Mours se disent aussi Arabes et Mauritaniens. Pourquoi pas? Le Fouta Toro s'étend du côté de la Mauritanie comme du côté du Sénégal. Et le Fouta Toro, l'étendue, allait jusqu'au-delà de Haïdangar, 70 km, au-dessus de Boké. Donc, nous nous sentons des Sénégalais autant que des Mauritaniens, de la même manière qu'ils se sentent Mauritaniens chez Arabes. Pourquoi pas? Ça ne nous gêne pas, ça ne doit pas aussi le gêner. Taïa profite de ce conflit, tout de suite, pour égorger, taper. Bien sûr, il y a eu des excès au niveau du Sénégal que nous condamnons. Si on a tué là-bas des Maures blancs, si on a exproprié leurs biens, si on a violé là-bas les droits de l'homme, nous le condamnons. Aussi, Taïa a fait plus que ce que le Sénégal a fait. On a profité justement pour une épuration ethnique, particulièrement nous les Alpularis. Licencier les militaires, les civils, déporter massivement, ensuite récupérer nos terres du Valo. Écoutez, on liquide nos langues, elles sont marginalisées. On efface nos cultures, on falsifie notre histoire. Économiquement, les Noirs sont marginalisés au niveau de la Mauritanie. Le pouvoir, c'est le dosage, ne représente absolument rien du tout. On manipule les statistiques pour les diluer. Bon, leurs langues ne sont pas tout représentées au niveau de la radio, au niveau de la télévision, au niveau de la religion. Tous les musulmans sont égaux, on privilégie les marabouts morts sur les marabouts noirs. Et toutes les aides islamiques qui viennent des pays arabes sont monopolisées essentiellement par les marabouts morts. Bon, alors les Maures conservent leurs terres du Djeri, du désert, ils récupèrent d'abord les terres des Noirs, d'abord du Valo. Alors, qu'est-ce qu'on est resté dans ce pays qui est la terre des ancêtres? Hein? Dans cette lutte, nous n'avons pas de connexion. Nous nous battons pour la liberté, nous nous battons pour l'égalité, comme tous les peuples de la terre qui sont battus pour l'indépendance et la liberté. Ce n'est pas contre le Maure blanc, mais c'est contre le système que le pouvoir mauritanien l'a créé. Donc avec Taïa, qui a créé ces contradictions, qui a tué, qui a déporté à partir de 1986 avec le manifeste, donc a radicalisé la contestation de 1986, du mouvement de 19. Oui, mais le manifeste de 1966 et le manifeste justement de 1986, c'est des jalons très importants dans la lutte de la libération des Noirs mauritaniens. Il s'agit d'une lutte de libération des Noirs mauritaniens. Parce que tout simplement, la Mauritanie, c'est une sorte d'apartheid non écrit, sournois, hypocrite à 600 km de Dakar. Et vous étiez où dans cette période-là, 86, 91, vous étiez toujours en France à cette période? Entre 86 et 91, vous étiez toujours en France pour les études ou vous étiez en partie là-bas? En 1985, j'avais quitté la France. Je suis retourné en Mauritanie. Je devais même être intégré dans l'administration des douanes. Ah oui, vous étiez dans l'administration des douanes. Vous voyez, comme administrateur principal des douanes avec mes diplômes supérieurs. Oui, après donc une maîtrise, un DEA et un doctorat de 3e cycle. J'ai écrit sur la problématique des nationalités. Donc j'étais devenu aussi un poète, un contestataire sur le plan intellectuel, et puis un chercheur en anthropologie culturelle, disons en sociolinguistique. Alors, j'étais alors en Mauritanie en 1986. Et c'est un hasard. On a arrêté les intellectuels. Avec le professeur Seydou Kane, on était en Bagne, mon village natal, la journée culturelle de Bagne. Et il y avait les arrestations, on avait arrêté tout le monde. Alors, il ne restait que nous deux. Nous avons quitté Bagne pour rejoindre Nouakchott, justement, par Rosso. Vous imaginez, il y a eu un grand miracle. En 1986, j'étais en Mauritanie et un mandat d'arrêt était lancé contre moi. On a arrêté tout le monde, il ne restait que Moutou Diop tout simplement. J'ai réussi miraculeusement à rejoindre Nouakchott. Et ensuite, ce qui est grave, quand je suis arrivé à Nouakchott, je pars à l'école de police où on cherchait les gens. Parce que moi, c'est Moutou Diop, je crois. Je crois que les gens sont un peu trompés sur mon nom. Je pars à l'école de police pour leur dire que je suis le dernier que vous recherchez. Me voilà, vous avez arrêté tout le monde. Les gens me disent non, on n'a pas besoin de vous.
On a besoin de Moutoudou Diop. Parce que sur ma carte d'identité, il y avait Mamadou Diop, oui, ils ont dit qu'ils ont besoin de Moutoudou. Vous imaginez? Alors c'est ainsi donc je suis resté presque un mois dans la clandestinité à Nouakchott. Un mois. Alors on perquisitionnait les maisons, maison par maison, pour me chercher. Et je me promenais, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait dans ce mois-là que j'ai fait à Nouakchott? Donc, j'ai fait un déguisement de Haratine, vous voyez, les boubous tout noirs, que l'on appelle mélis, les petits pantalons, avec du bout de lacets en cuir, vous voyez, un grand turban noir, très noir. J'avais une pipe en os, voilà, où je mettais beaucoup de tabac, comme les Haratines, et des lunettes noires. Donc, si je suis là dans la rue, on dirait que c'est un bon esclave qui est là, un esclave blanc, Haratine. Et c'est moi, je me baladais dans la rue avec ma pipe. Parfois même, je tirais un peu les policiers que j'ai rencontrés, je leur jetais un peu de la fumée sur les yeux. Personne ne pouvait imaginer ce que Moutoudou Diop qui est là, avec cet appartement-là. C'est comme ça. Je passais la nuit dans des mosquées. J'avais un tout petit nombre d'amis qui savaient où j'étais et qui me mêlaient le repas. La nuit, parfois, je passais la nuit au cimetière de Nouakchott. Et c'est la vérité. Alors, on précède à une percussion systématique maison par maison. Oh, il y a un gendarme qui m'a aidé. Il est actuellement là comme réfugié politique. Il faisait partie de ce qu'on appelle le GEMO, la gendarmerie mobile. Chaque fois que le gendarme se déplaçait pour m'aller me chercher dans un quartier donné, il envoie sa femme chez mes parents pour leur dire à Moutoudou s'il est dans tel quartier, eh bien nous sommes à sa recherche. Parfois je suis dans ce quartier, je me déplace avec mon accoutrement. Et personne ne pouvait savoir quand même ce que Moutoudou qui est là. Je prenais les taxis, les grands cars, et puis ma pipe en os. C'est comme ça que j'ai vécu pendant un mois au niveau de la Mauritanie. J'ai eu une amie très intime, c'est dommage. Je lui rends hommage. Une Française, Élise Mestre, une ancienne inspectrice des douanes. Sincèrement parlant, s'il était encore vivant, nous allons nous marier. Elle a beaucoup appuyé notre lutte politique et culturelle. Sincèrement très parlant. Et quand j'ai voulu sortir donc de la Mauritanie, j'avais encore un nom, je m'appelais Bernard. C'est Bernard. Et mon frère s'appelait Lionel. Nous avions des noms. Quand j'appelle chez M. Bernard à l'appareil, on communique. Bernard, l'État ne peut pas quand même. Quand elle fait la communication, étant donné que ce n'est pas Moutoudou, ce n'est pas grave, c'est Bernard. Ouais. Et puis c'est Lionel, on communiquait. Maintenant, je veux sortir de la Mauritanie. Et moi, elle manque. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a envoyé 3 millions de francs CFA. Vous imaginez? J'ai préparé ma sortie en Mauritanie avec des gens. Je me suis retrouvé au Mali. Vous imaginez? Et l'Union soviétique m'a beaucoup aidé. Et j'ai vécu pendant 6 ans dans la clandestinité. Donc en 1986, j'étais donc en Mauritanie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé donc après? Oui. Avant de commencer sur qu'est-ce qui s'est passé après, je vais changer les cassettes, on va faire encore un... Alors, Monsieur Diop, d'accord. Donc, vous avez dit que vous avez réussi à sortir de la Mauritanie, aller au Mali, et puis... Oui. Donc, c'était l'exil de 1986, 4 septembre 1986, jusqu'en 1992. Paix à la mémoire de Tidjane Anne, un grand journaliste, polarologue que nous avions, qui est disparu, qui avait une émission au niveau de Radio Sénégal, qui n'a cessé de lancer un appel au monde entier. Où se trouve Moutoudou? Tous ceux qui me connaissaient à cette époque, même aux États-Unis, on a organisé des cérémonies de la disparition, voire même de la mort, entre guillemets, de Moutoudou Diop. C'était triste. Là où j'étais, je ne pouvais rien dire parce que j'étais lié à des conditions. Voilà, il fallait que je me taise ou je perds ma sécurité. En 1992, donc, il y a eu l'amnistie générale. Et les conséquences de la répression de 1986 m'ont détruit Louis. J'ai perdu Louis, je n'entendais pas. Donc, pendant 20 ans, je suis revenu en Mauritanie sourd. Alors, comment Moutoudou est sorti de la Mauritanie? Comment Moutoudou est retourné encore en Mauritanie en 1992?
C'était le grand point d'interrogation des services secrets de l'État. Or, en 1992, sous le régime fasciste encore de Ould-Taya, qui avait tué, exporté, déporté, violé, etc., justement pour tenter de redorer son blason terni, il s'est lancé à la démocratisation après la conférence très célèbre de la Baule de Mitterrand, qui avait lié justement l'aide à l'Afrique noire, à la démocratisation du continent africain. Il y a eu justement la disparition brusque du régime du général Moussa Traoré du Mali, après les grands problèmes du mur, après le grand problème des pays socialistes, après les grands problèmes, comment dirais-je, des pays socialistes. Donc, un vent démocratique a soufflé au niveau de l'Afrique noire. Maoué en a profité pour redorer son blason. Il a promis le multipartisme, les élections municipales, une assemblée nationale, un Sénat. Tout de suite, les gens se sont lancés dans la politique, plusieurs partis sont formés. C'est dans ce contexte d'amnistie générale que je suis revenu donc en Mauritanie. Mais sourd, je n'entendais pas pendant 20 ans. Moi qui vous parle, je remercie Allah de m'avoir donné lui. Je suis une preuve vivante de l'existence d'Allah. Et ensuite, Dieu a fait de moi un exemple. Que l'instruction, c'est quelque chose de fondamental. Et toute ma vie, j'ai mis ma vie au service du développement du Polar. Et je suis revenu sourd. Je continuais d'avoir mes conférences. Surtout au peuple Polar. Je le disais d'apprendre. Pour moi, c'était un exemple. Cette lutte, je suis revenu encore en Mauritanie. Sur le plan politique, il y avait des élections. J'étais du côté de Ahmed Ould Dada. À l'époque, j'avais mes amis de l'opposition, Ibrahim Sarr, Seydou Khan et tant d'autres, qui se retrouvaient dans l'UFD, je crois, Air Nouvelle. Les gens m'ont demandé de les aider à la campagne électorale, seulement j'avais des conditions qui étaient différentes du programme d'Ahmed Ould Dada, ainsi aussi que du programme de mes amis qui soutenaient Ahmed Ould Dada, parce que dans leur programme, je ne voyais pas du tout l'enseignement des langues nationales. Dans leur programme, je ne voyais pas du tout la solution de la question nationale. Dans leur programme, je ne voyais pas du tout le partage du pouvoir. Voilà. Ou bien donner au pouvoir un caractère rotatif, par caractère rotatif. Je comprends que les Maures ont dirigé le pouvoir pendant 50 ans. Il est grand temps qu'un Polar le dirige au moins pendant 5 ans, quand Aratine le dirige aussi pendant une certaine période, en Wolof, en Soninké, en Bambara, etc. Il faut qu'il y ait une égalité à tous les niveaux. C'est comme dans le cas de la Suisse. Il y a des régions autonomes. Vous savez, il y a un pouvoir français, il y a un pouvoir italien, il y a un pouvoir allemand. Mais le pouvoir général, là, il est partagé en toutes les ethnies et c'est rotatif. Donc, il faut qu'au niveau de la Mauritanie, on essaie d'imaginer quelque chose. Je le dis, moi, j'ai un discours qui est radicalement différent des vôtres. Je vais prêcher la fédération, que vous le vouliez ou non. Je ne veux pas me lier au parti politique. Je préfère partir avec vous, vous soutenir, mais je préfère être libre au niveau de mon discours. Si vous acceptez, partons. Si vous n'acceptez pas, collez-moi la paix. Ah, cette période, elle est assez importante. Il y avait encore des contradictions. En l'UFD, un frère à moi, Mahmoud Ahmed, un ancien ministre, et Mahmoud Alassane Ba, justement, président du Parti pour la liberté, l'égalité et la justice. J'ai joué un rôle de sapeur-pompier pour leur dire que vous êtes mes grands frères. Sur le plan politique, nous sommes égaux. Moi, je ne suis ni avec l'un ni avec l'autre. Je vais travailler à votre rapprochement. Au niveau de l'UFD, je vais développer les problèmes de la problématique des nationalités. Comment elle se présente en Mauritanie, elle a des particularités historiques et comment on doit la résoudre. Alors, au niveau aussi des PELEJ, je vais faire la même chose. Je vais encourager UFD et PELEJ à travailler ensemble. Alors, ce dynamisme, ce travail politique, je l'ai fait avec ces partis politiques et encore, toute l'opposition mauritanienne m'invitait sur le plan politique, je faisais des conférences et sur le plan culturel encore, je réanimais les structures du Polar. Donc, 1992, nous sommes partis à la campagne électorale. Ibrahim Sarr, le journaliste, actuellement c'est le vice-président de l'Alliance
populaire progressiste, l'ancien secrétaire général de l'AC, l'Action pour le changement, ainsi que Seydou Kane font partie de mes meilleurs amis. Donc Ibrahim Sarr, Saversi et moi, ils ont loué une voiture. Nous sommes partis en campagne électorale dans les confins du Fouta, mon village Bagne, Vending, Mboto, Niabena, Bagodine, etc. C'est une campagne extraordinaire. Nous avons posé tous les problèmes sans tabou. J'ai prêché la fédération au niveau de la vallée du fleuve. Nous sommes partis à Kédi, une conférence extraordinaire. Nous avons sillonné la vallée du fleuve jusqu'à Wadi Djantang. Nous avons fait là-bas une conférence révolutionnaire. Au retour, par Djoul, par Tokomagi, etc. Nous avons dit que Poten, voilà, Péchen. Le peuple noir avait compris donc le mécanisme de son oppression et le mécanisme de sa marginalisation mis par le pouvoir arabo-berbère de Mauritanie. Pour moi, le mot arabo-berbère n'a rien de péjoratif. Bref, arrivé maintenant à Kédi, c'était la nuit de la fin de la campagne électorale. Toute la population a participé à notre conférence de fin de campagne à Tourdé, chez Youssouf Gueye, le grand martyr, Mohamed Kataya a liquidé dans le jour de Walata. Une conférence extraordinaire, il y a eu les élections. En réalité, c'est l'opposition qui avait gagné. En réalité, les élections n'étaient pas toutes transparentes. En réalité, nous aurions souhaité Ahmed Dada ait un peu plus d'audace pour refuser la victoire de Mawia. Il y aurait eu un très grand changement. À partir de là, j'ai quitté donc la Mauritanie après ces élections. J'ai rejoint le Sénégal. J'ai parti à Madini Gounas en pèlerinage local. Chez Amatijaniba, donc une localité où j'ai beaucoup contribué au développement de la langue polaire. Je sais cette occasion même pour remercier Tchène Amatijaniba, Tchène Abdelaziz Ba, grosso modo, toute leur confrérie, parce que depuis l'existence de Madini Gounas, 1934 ou 1936 jusqu'à présent, aucune personnalité politique, pas Senghor, ni Abdou Diouf, ni Abdoulaye Wade, ni autre, ne peut jamais être autorisé à faire des conférences à la ville sainte de Madina Gounass. Personne, sauf moi. Quand j'arrive, le khalife général me dit, faites vos conférences, mobilisez tous les alpolars. Dans le vrai sens du mot, la seule condition que je vous demande, mettez les femmes de côté, les hommes de côté. Je respecte ce principe, les femmes de côté, les hommes de côté. J'alphabétise les femmes. Je prépare d'abord des monitrices qui dirigent les classes d'alphabétisation des femmes. Les hommes, je prépare des moniteurs qui dirigent les classes d'alphabétisation aussi des hommes. L'essentiel est que l'ignorance disparaisse dans cette localité. Et au niveau du Sénégal, je suis plus connu d'ailleurs au Sénégal qu'en Mauritanie. La plupart de mes luttes, je les ai développées d'ailleurs au Sénégal qu'en Mauritanie, parce qu'il y a plus d'alpolars au Sénégal qu'en Mauritanie, et que pour moi, le Sénégal doit être notre base, comme disent les militaires, notre bivouac. Parce que si le polar se développe au Sénégal, il se développera à l'échelle mondiale. S'il ne se développe partout au Sénégal, ce sera un handicap pour les alpolarophones à l'échelle mondiale. Or, la conscience culturelle encore n'est pas développée au niveau du Sénégal. Alors, quand je suis revenu au Sénégal, c'était un accueil royal. Tidjanian, qui était le directeur de la région régionale de Saint-Louis, quand il a appris que j'étais au Sénégal, il s'est déplacé, il est venu me prendre, il a tué un bœuf. Nous avons fait justement une conférence. Le Sénégal a appris que Moutou du Diop et de retourner. C'était une fête nationale, enfin qu'il vit. Je remercie beaucoup Dieu de ces périodes difficiles que j'ai vécues et il m'a sauvé de tous les dangers, il m'a donné la victoire sur tous mes ennemis. À partir de Madina Gounass, encore le travail culturel, je l'ai développé. Je suis revenu maintenant à Dakar où j'ai fait 10 ans. Moi, je suis viscéralement un homme de l'opposition. Cheikh Anta Diop était mon maître. Et les partis d'opposition du Sénégal, comme RND, comme Andi Diouf, justement dirigé par Landing Savané, Abdoulaye Wade en personne, qui est actuellement président de la République. Je l'ai rencontré chez lui à Point-E. Vous imaginez, nous discutions de tous les problèmes. Il nous demandait tout simplement qu'au niveau de l'opposition mauritanienne, de tenter de nous unir
Parce que lui, dans le cadre du PRD, il ne peut pas soutenir un mouvement contre une autre. Et toutes les manifestations donc, que l'opposition sénégalaise faisait, j'étais là, au cœur de ce travail politique de l'opposition. Parce que moi, je ne suis pas mauritanien, moi, je ne suis pas sénégalais. Moi, je suis panafricaniste, comme Cheikh Anta Diop. Je me bats pour un gouvernement continental africain, une monnaie africaine, un drapeau africain, un gouvernement africain, un parlement africain. Mais comme l'Europe, il y a quand même plus de 500 millions d'Africains d'aujourd'hui. Si nous arrivons à ce point-là dans un monde d'ensemble, dans un monde de pôle, l'Afrique pourrait justement relever de grands défis. Alors, ce travail politique, je l'ai fait au Sénégal, mais le travail culturel, au sein de l'association pour la renaissance du polar du Sénégal, ils m'ont accueilli comme un roi. Ustad Ahmed Bari. Tout le peuple polar y a participé. Les plus grands artistes du Sénégal, Baba Mal. En dépit de ma surdité, donc, je me suis lancé sur le terrain culturel, aider les structures du Sénégal à se développer. Je saisis cette occasion justement pour remercier l'ancien ministre de la langue nationale, Mamadou Ndoye. J'étais presque son directeur de cabinet, son conseiller technique, Mamadou Ndoye. Dans l'étendue du Sénégal, j'ai formé pendant 10 ans 15 000 alphabétisateurs avec des diplômes délivrés par le gouvernement du Sénégal, en l'occurrence Mamadou Ndoye. Oui, Gala Ndiaye, de son visant, oui, je ne peux pas tout oublier quand même, tous ces gens-là qui ont contribué au développement du polar. Et chaque fois, la distribution du diplôme se faisait dans une atmosphère de kermesse. On organisait des soirées donc culturelles, on invitait de grands artistes, on invitait aussi les autorités sénégalaises, Pape Momar Sow, ou bien Gala Ndiaye, ou le ministre Mamandoy, ou son représentant, pour venir donner des attestations de polar dans l'étendue du Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal, en dépit de ma surdité. À Madimouna, nous avons sensibilisé les marabouts. Dans les confins du Fouta, mon discours c'était l'islam, langue nationale, culture et développement. Tous les marabouts alpolars étaient embrigadés dans cette lutte dynamique culturelle. À l'université de Dakar, j'ai contribué à créer l'association culturelle pour la promotion du polar Ahmed Hampateba. Au niveau de l'université, justement de Saint-Louis, il y avait une association polar qui s'appelait Kawaral. J'ai organisé là-bas une conférence extraordinaire à l'école normale supérieure dans l'étendue du Sénégal. Pendant 10 ans, j'ai fait ce travail-là culturel au niveau du polar, au sein de l'association pour la renaissance du polar et les autres structures qui m'invitaient, en travail aussi au niveau des marabouts, en travail aussi auprès de l'association des chercheurs aussi sénégalais. Grosso modo, j'ai quitté donc le Sénégal en 2001, après le décès du vaillant patriote Tidjani, un grand journaliste qui s'était donné corps et âme au développement de notre langue. Donc, qui a été victime d'un accident de voiture quand il accueillait Abdoulaye Wade à la vallée du fleuve. Je suis allé donc à son village Gamadji et j'ai appris que ma mère était malade au niveau de Nouakchott. En réalité, j'avais peur, je croyais que dès que je traverse le Sénégal, on m'arrête. J'ai dit qu'on ne m'arrête pas, comme j'ai entendu que ma mère est malade, je vais à Nouakchott, l'Empire de l'île. Alors, je suis allé à Nouakchott. Je n'ai pas pu être arrêté. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé? Il faut dire la vérité. Maoué a fait ce qu'il a fait. C'était Mour qui ont collaboré avec lui, ont fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, ce sont les Noirs mauritaniens qui sont responsables. Ils sont responsables parce qu'ils ont peur. C'est la peur, justement, qui les enchaîne. Ils ont peur de poser leurs propres problèmes. Ils ont peur de s'agiter pour réanimer les structures culturelles du polar. Ils ont peur de poser le problème de l'éradication de l'esclavage en Mauritanie. Ils ont peur de poser le problème de la solution de la question nationale en Mauritanie. Ils ont peur de poser le problème de liberté et de démocratie. Ces Noirs-là sont fautifs. Et pourquoi? Je reviens donc en Mauritanie, sourd. La communication avec moi ne se faisait justement par écrit. Vous voyez bien quand je mets ce bonnet-là dans cette période où il fait extrêmement froid, ici, au niveau de la France, ce n'est pas seulement donner à ce bonnet-là un caractère esthétique, c'est encore pour protéger un implant que j'ai. Après une opération que j'ai faite il y a 1 an et demi, et mon traitement a coûté extrêmement très cher. Et ce n'est pas encore terminé, mais ça me permet quand même de communiquer librement avec les gens sans écrit. Alors, je suis revenu alors en Mauritanie. Ma première réaction d'abord, c'est de réanimer les structures du polar qui n'existaient plus depuis la répression de 1986. Les gens avaient peur de parler du polar.
J'ai invité tout le monde. On ne pouvait pas à l'époque, en Mauritanie, organiser un baptême sans demander une autorisation à la politique. Faire un mariage sans demander plutôt une autorisation à la police. Ce n'était pas tout possible. J'ai fait 10 ans au Sénégal. Partout, j'ai fait mes conférences. Je n'ai jamais demandé une autorisation à la police, à la gendarmerie, à qui que ce soit. Je reviens à la Mauritanie. Pour n'importe quel incartade, on m'a dit d'aller à la police demander une autorisation. Pourquoi? La liberté s'arrache. Moi, je suis vieux. Encore à l'époque, j'étais sourd, je n'entends pas. Dans la lutte pour la liberté, je n'ai rien à perdre comme un chien. Je vais faire mes conférences. Et je vais défier Mawel. Advienne que pourra. Je fais un communiqué à la radio. Je vous invite au 5e arrondissement, une conférence pour lancer l'enseignement de la langue nationale. Le communiqué passe à la radio, ce qui est étonnant. Je me moutou du Dieu. J'étais surpris. Je m'avais loué mes radios, du matériel sonore. Je mets ça sur une place publique, près de chez Moussa Diallo. Les gens avaient peur. Ceux qui étaient venus étaient restés très loin, avaient peur d'être arrêtés. J'ai défié Mawel. J'ai abordé un discours très violent contre son régime, la répression, tout ce qu'il a fait au niveau de la Mauritanie. Aujourd'hui, il faut que les problèmes s'arrêtent. J'ai continué mes discours, mes conférences. Petit à petit, les gens venaient. Mon ami Ibrahim Assar, député de l'Action pour le changement, m'a rejoint. Mon ami Kébé Abdoulaye, qui était aussi député de l'opposition. Suleymani Khan, qui était directeur de l'Institut de la langue nationale, et l'ancien aussi président, comment dirais-je, directeur de l'Institut de la langue nationale. Et d'autres intellectuels, Abizakaria Conté, la poétesse, et sa sœur Hawa, Ramata Bas. Donc il y a eu un mouvement culturel. J'ai organisé plusieurs conférences dans Nouakchott, dans la périphérie, et j'ai pu créer 40 classes d'alphabétisation de 1400 femmes dans une période de 2 mois au niveau de Nouakchott. Je me suis rendu compte, actuellement, ce sont les Noirs qui sont responsables de leur propre opération en Mauritanie parce qu'ils n'ont pas le courage de se battre. Et je suis allé au ministère de l'Éducation nationale. J'ai rencontré là-bas le ministre, mais c'est surtout son directeur de cabinet qui s'appelait Chobalo Sow. Il m'a bien reçu en arabisant pour poser le problème de la reconnaissance des langues, surtout du soutien matériel financier aux associations pour la refonte. Mais il m'a dit que personne n'est venu nous voir. Nous recevons beaucoup de millions d'argent que nous donnons aux associations culturelles des Mours. Mais les Noirs, personne n'est venu ici nous voir, sauf vous, M. Diop, je vous mets en contact avec le ministre. Il met en contact avec le ministre, j'étais sourd, je pose tous les problèmes, le ministre est ébahi. Il a applaudi. Il m'a dit, je n'ai jamais vu un Noir en Mauritanie comme vous êtes vieux, vous êtes fou, vous venez, vous parlez des théories, vous déversez la science, vous parlez de langue, tout ça me dépasse, vous êtes très courageux. Mais je suis d'accord avec vous. Personne n'est venu me voir. J'ai dit, moi je suis là, je mets tout à votre disposition. Avec Moussa Diallo, qui avait ces structures, je les mets en contact avec ces ministres-là. Même aujourd'hui, si les Noirs mènent des luttes pour le respect de leurs droits, pour l'enseignement de leur langue nationale, l'État mauritanien est obligé d'en tenir compte. Mais ils ont peur. Alors, donc, après, j'ai fait des conférences politiques au niveau de la Mauritanie. Excusez-moi ce que je dis ici. Je ne veux pas parler de moi, vous voyez, parler de soi quand même. Pour moi, c'est extrêmement très difficile. Et ce que je dis ici, ce n'est que mon point de vue. Et que ce point de vue aussi peut être complété, peut être aussi enrichi par les points de vue encore des autres individus. Moi, je n'ai pas tout le monopole de la vérité. Seulement, je dis ce que j'ai fait et je fais ce que je dis. Voilà où je me situe. Quand j'ai quitté donc la Mauritanie après ces luttes culturelles-là, et Dieu m'a aidé aussi, le problème de traitement de ma mère était résolu. J'ai fait ces conférences culturelles pour faire revivre les associations du Polar. Je me suis rendu compte que l'État n'était pas encore fondamentalement opposé au non-langue national. Même l'État de Mawel, je le combat. C'est un traître, c'est un raciste, c'est un criminel. Sur ce point-là, en tout cas en 2000 ans, quand je suis venu, je dis que l'État de Mawel m'a toléré dans cette contestation culturelle-là que j'ai menée contre lui. Et je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, quelques jours après, on me convoque à la Sûreté nationale. C'est parce que, disons, j'avais demandé mon passeport au niveau du Sénégal, on me l'avait refusé. Alors je viens, je pense à une arrestation, on me donne mon passeport. Bon, je l'ai mis dans ma poche, j'ai dit, comme j'ai obtenu le passeport, maintenant je vais mener des luttes politiques. J'ai travaillé pour le rassemblement de l'opposition mauritanienne en Mauritanie. Il y avait des barrières psychologiques et idéologiques en l'opposition mauritanienne. Les gens avaient peur de rencontrer les autres. J'ai dit maintenant, je vais contacter le Front populaire, je vais contacter l'AJD, je vais contacter le Parti populaire, je vais contacter l'ACE, les partis qui étaient beaucoup plus près de moi.
On va tenter de nous rencontrer quelque part, de poser le problème, voir les points de dissemblance et les points aussi de ressemblance et tenter d'agir ensemble. Les gens m'ont dit que c'était impossible. J'ai proposé la maison du docteur Hamidine Babakan, docteur en communication, et aussi un intellectuel puissant qui opère avec Ahmed Ould-Daddah. Il m'a dit, ce que tu veux faire là, ce n'est pas possible. Parce qu'ici en Mauritanie, nous n'avons pas toute l'habitude de travailler ensemble. Et ça va dire en tout cas, si tu réussis vraiment à me faire asseoir autour d'une table, ce serait quelque chose d'étonnant. Je vais tenter. Avec Allah, rien n'est impossible. Je propose, ces partis de poche acceptent. Et on se rencontre justement chez le docteur Hamidine Baba. Il a organisé une festivité extraordinaire. Qui m'échouit. C'est des sommes faramineuses qu'il a dépensées pour cette soirée-là. Moi, j'ai pris la parole pour leur dire que je suis là comme doyen de l'opposition mauritanienne. Ce titre, sauf Allah, nul ne peut me le contester. Je suis sur le terrain politique comme je suis sur le terrain aussi culturel. Nous sommes atomisés. Notre principal ennemi, ce n'est pas Mawia, c'est nos divisions. Il est grand temps que nous tentions au moins de poser les bases de notre unité et tenter de lutter ensemble pour faire avancer notre cause. Voilà, je suis sourd, doyen de l'opposition mauritanienne, mais je continuerai ma lutte jusqu'au bout. Tant qu'il me restera un seul souffle, je lutterai encore pour la tyrannie, pour la liberté, le progrès, l'unité de l'Afrique, pour la liberté ou l'honneur de l'homme à l'échelle mondiale. Les gens pleurent. Je le jure, ils sont restés de là. C'était les femmes qui étaient là, Abi Zakaria Conté et d'autres, mon ami Ibrahim Assar, et il y avait aussi un grand intellectuel, ingénieur, directeur du port de Dakar, qui s'appelait Boubacar Khan, qui avait assisté, et d'autres. La réunion a duré de 9h à 5h30 du matin. Nous avons posé tous les problèmes et les gens étaient d'accord désormais de travailler ensemble. À l'époque, l'opposition mauritanienne n'avait qu'un seul député, Action pour le changement, Kébé Abdoulaye. Et quand il y a eu les élections, après cette réunion, il y a eu un travail d'ensemble. Ils ont eu 11 députés au niveau de l'opposition. Et le 9 juillet 2001, j'ai déposé donc mes documents au niveau de l'ambassade de France pour avoir un visa pour venir ici. J'étais invité justement par KJPF, Kautal Djangobe Poulard et Fulfulde, mais surtout dans le cadre de mon traitement médical, j'ai déposé le dossier à l'ambassade de France. En moins de 4 jours, on me convoque, on me donne mon visa. Bon, d'abord, la dame était étonnée de voir un vieux, d'abord qui parle bien le français, et qui se dit professeur en sciences sociales avec mon grand boubou et mon grand bonnet. Et encore, en présentant, elle me dit, ici à l'ambassade, nous avons constaté que vous, les Bagnois, dès que vous partez en France, vous ne revenez pas. Je lui ai dit, oui, c'est mon cas. Moi, si je pars aussi en France, je ne reviendrai pas. Il m'a dit, mais pourquoi vous le dites? Il dit, parce qu'à l'école, vous nous avez enseigné que les Gaulois sont nos ancêtres. Alors donc, je vais au pays de mes ancêtres, les Gaulois. Pourquoi voulez-vous m'obliger de retourner en Mauritanie? Ensuite, moi, je suis né quand même sous le régime de l'Union française. Vous imaginez, jusqu'à 1956, sur ma carte d'identité, il était marqué sujet français. Comme je suis un ancien sujet français, pourquoi me presser à retourner en Mauritanie? Elle a ri, et je suis venu chez en France, a dit la vérité. J'ai été accueilli royalement par la section de Mantes-la-Jolie, qui a mis tout à ma disposition. Logement, argent, habillement, jusqu'à présent, au niveau de l'Europe. Il ne me manque absolument rien tout. Il suffit que je manifeste n'importe quoi, que tous les alpolars de l'Europe mettent ça à ma disposition. Au nom du sacrifice que vous avez fait pour nous, Moutou, nous sommes à votre disposition. Mais moi, je leur demande rien tout parce qu'Allah m'a suffi. Et mon traitement a été donc fait, particulièrement avec l'USE de Dakar, avec la participation de KJPF ici, avec aussi les alpolars de la région de Bagne qui sont de Belgique, avec les alpolars aussi de la Hollande, mais particulièrement les alpolars de l'Italie où on joue un rôle extrêmement important. Parce que mon traitement coûte très cher, l'implant seulement, un seul implant coûte 35 000 €. 2 implants sont 10 000 €. Le traitement médical pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, au moins, coûte quelque chose comme 15 000 à 30 000 €. C'est faramineux, mais avec Allah, rien n'est impossible.
J'étais sourd pendant 20 ans, voilà que maintenant, depuis un an, j'entends, je réponds même à vos propos. C'est aussi l'un des miracles de Dieu. Vous voyez ici, le 7 décembre, j'ai échappé à un grand accident. C'est un double bus qui m'a tamponné ici la nuit. Alors, le chauffeur dit que j'ai entendu le choc, j'ai vu le bonnet, mais vous, je ne vous ai pas vu. Je m'ai sauvé, j'ai fait l'hôpital, voilà, et je suis guéri. Et vous le voyez bien, j'ai fait une conférence ce jour-ci à la Grande Mosquée de Paris. Aucun alcoolard du monde entier n'a jamais fait une conférence à la Grande Mosquée de Paris. Ici en France, il y a 3 semaines, le thème c'était le Coran, source essentielle de la science. On écrit les papiers, on les diffuse à la Grande Mosquée. Le docteur Moutoudou Diop, originaire de la Mauritanie, chercheur en anthropologie culturelle, va venir faire une conférence ici à Paris sur le Coran, source des sciences. Ça a été une conférence magistrale. C'est bien sûr en français que je l'ai fait jusqu'à présent aussi. L'Institut du monde arabe, la Grande Mosquée aussi, de Paris réclame mes services. Je reviens maintenant sur le plan politique. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis ici en France? Premièrement, Dekalem était créé donc en Mauritanie le 19 juin 2006, le Rassemblement pour le dialogue de nationalité mauritanienne. J'arrive ici le 20 août, je convoque une assemblée générale, soit la déclaration générale de Dekalem que je vous remettrai, j'ai mis ça à la disposition des gens et nous avons créé un bureau ici au niveau de la France. Vous continuez à présider, nous avons mis là-dedans l'ancien député Québec, un économiste, Armandon, il est maintenant étudiant aux États-Unis, Hawa, que vous connaissez, Ibrahim Madi, etc. Le jeune qui est là, et le trésorier, et Demba Traoré, etc. Et depuis lors, quand Dekalem est créé ici en France, j'étais encore sourd et vieux. Je partais de maison en maison pour demander au monde blanc, pour demander aux noirs de nous réunir pour tenter de trouver un dénominateur commun face à notre ennemi commun, Taya et son système. Parce qu'il me fallait rassembler. C'est mon rôle de patriarche, c'est mon rôle de loin. Dépasser donc noir contre blanc, blanc contre noir, arabe contre polar, les castes ou les tribus, il faut absolument les dépasser. Nous sommes dans un monde de la mondialisation économique, une mondialisation communicationnelle et une mondialisation technique et scientifique. Elle n'est pas encore culturelle, cette mondialisation-là. Tout va vite. Il faut aussi nous aussi pour nous tentions d'aller vite, pour nous adapter à cette réalité. Donc pour nous, l'unité est fondamentale de l'opposition mauritanienne. Ce n'est pas la personne de Taya qui m'intéresse, ni la personne d'Eli. Peut-être que ce sont des hommes bien et même de bien, mais le système qu'ils ont mis en place est fondamentalement mauvais. C'est ce système-là qu'il faut démolir et c'est contre ce système-là que des gens comme moi doivent l'opposition mauritanienne dit non. Bref, donc l'unité, j'ai été entendu. C'est Bédou Lebnou, un professeur arabe, l'un des meilleurs intellectuels arabes de la Mauritanie d'ailleurs, l'un des meilleurs journalistes, a répondu à mon appel. Doyen, désormais nous allons travailler avec vous, avec d'autres, sur le terrain, les mouvements politiques, justement, au village, avec le professeur Seydou Kane, qui vient ici, à la Sorbonne, en 1903, qui organise une conférence sur le problème de l'esclavage. Et après, au village, a organisé une conférence le 6 juin 2003, à la Bourse du Travail de Massy Paresso. Nous avons participé, cette conférence était faite par le professeur Le Gourmand. 6 heures de temps nous avons débattu. J'ai encore des films avec moi. Nous avons posé les vrais problèmes de la Mauritanie d'aujourd'hui. Il faut tout chambouler, de partir sur des bases nouvelles. Il n'y a plus de tabou construit une Mauritanie de tous les Mauritaniens. Sinon, cette ségrégation-là, nous ne l'acceptons plus. Bref, la cause a été entendue. Il y avait Noël Mamère, des députés de Verts, qui avaient soutenu notre cause, des Sénégalais, des Tunisiens, ont applaudi. On a créé là-bas une commission, donc le professeur Seydou Kane, Boubacar Diagana, Boy Hamadi, moi, nous étions chargés de rassembler l'opposition mauritanienne. J'étais le président de ce comité. Nous avons eu quelques réunions au boulevard Ponitofi et ailleurs, tant bien que mal, vaille que vaille. Nous avons traîné là avec ce comité. Et ensuite, le 25 octobre 2003, ici à Mantes-la-Jolie, avec l'appui de KGPF, j'ai convoqué une conférence toute l'opposition mauritanienne. Ici, à Mantes-la-Jolie, à la Guara. C'était une belle conférence où on a posé tous les problèmes sans tabou. Il y avait toute l'opposition mauritanienne, blanc et noir. C'était très beau cette journée-là. Il n'y avait pas de tabou. Ensuite, les gens nous ont dit que nous avons compris. Il y a un frémissement, il y a un déclic. La cause de l'unité, la dynamique unitaire commence à marcher.
Nous acceptons vos idées, Moutoudjo. Maintenant, ce comité que vous avez créé, il faut l'élargir. Il faut que chaque parti politique ait son représentant là-dessus. Et convoquer une autre réunion le 2 novembre au boulevard Saint-Jacques. C'était le siège des partis Conscience et Résistance. Nous nous rencontrons là-bas pour tenter de trouver un grand cadre. Donc le 2 novembre 2003, nous nous sommes retrouvés à la rue Saint-Jacques, au siège justement de Conscience et Résistance. Il y avait 14 partis politiques. Donc, Dakalem, RMD, cette formation que je dirige, était à la base de cette dynamique-là unitaire. En dépit de ma surdité, j'ai contacté tout le monde en tant que doyen de l'opposition. Et je vous rappelle que, je crois que vous n'avez pas lu cette lettre très célèbre, très salée, que j'avais adressée justement à Mawal Sid Ahmed-Taya. Je vais vous la donner. Vous n'avez pas encore certainement lu la lettre que j'avais adressée à Chibi, comme président du Front populaire quand il était justement dans sa prison de Ayoun et Trousse. Quand Chibi l'a lu, il a pleuré. Il était invité par le Parlement européen qui devait lui donner un passeport européen symbolique. Il était en prison, il a chargé à sa femme de venir jusqu'en France, de me remettre lui sous le discours. Il m'a chargé d'aller au Parlement européen pour le représenter. Vous le voyez bien comme c'est beau. J'ai été au Parlement européen depuis ma sûreté, représenté un opposant mauritanien mort, ancien ministre, emprisonné au niveau de la Mauritanie. Donc la dynamique unitaire avance. Et au Parlement européen, les gens ont applaudi. Et j'en ai profité aussi pour poser le problème mauritanien. La journée justement de l'opposition mauritanienne du 9 novembre, j'ai vu le discours de l'ancien président Haïdallah au Parlement européen. Donc je reviens à la conférence de Saint-Jacques du 2 novembre 2003. 14 formations politiques sont réunies. Nous avons posé tous les problèmes sans tabou. On a dit qu'il faut qu'un comité soit créé. Ce comité sera chargé de diriger ce cadre de concertation démocratique des Mauritaniens. Il y avait le professeur Seydou Kane, l'avocat Mamoun, et moi j'étais chargé de diriger ce cadre-là. Je l'ai dirigé donc pendant 9 mois, c'est-à-dire jusqu'au mois de mai 2004. Il y a eu une assemblée générale au niveau de Massi Palisso, à la CIMAT. J'ai fait le compte rendu global de tout ce que nous avons fait. Le comité a été élargi. On a chargé encore à Moutoudjo de continuer encore à diriger ce cadre de l'opposition mauritanienne au niveau de la France. Il y a eu des contradictions, bien sûr, à l'époque, entre Ogvidehaj et Avom, entre Ogvidehaj et Flam. Nous avons tenté justement d'aplanir ces difficultés-là. Nous avons trouvé un terrain d'attente. Il y a eu d'autres contradictions qui ont empêché le comité de marcher. Bref, nous avons tenté donc au mois de janvier 2004 de créer encore quelque chose. Nous sommes partis avec toutes les formations politiques, avec Flamme. Pendant justement 8 mois, nous avions créé une organisation qui s'appelait FOM, le Forum de l'opposition mauritanienne de l'extérieur, que nous avions confié à Mamadou Bakarba, des Flammes. Malheureusement, il y a eu des contradictions insurmontables, parce que tout simplement, nous nous sommes rendus compte que certains éléments du FOM ne voulaient pas du tout, dans ce cadre-là, que l'on aborde les problèmes fondamentaux des langues nationales, des déportés, les problèmes de la solution de la question nationale ou autre. Je ne les qualifie pas. Nous, Dakalem, nous avons suspendu notre participation pour dire que nous ne comprenons pas. Nous défendons des idées et nous nous battons pour des causes. Nous ne cherchons pas des points politiques. Si vous n'acceptez pas ces idées-là, nous quittons. Heureusement, la conférence Dakar qui a eu des lieux, même s'il y a eu des aspects positifs, il me semble qu'il y a eu des contradictions après. Maintenant, le faux n'existe plus. Depuis qu'il y a eu le coup d'État du colonel Elie, le 3 août 2005, nous étions encore à Genève, le professeur Seydou Kane et moi, à la commission justement des droits de l'homme. Nous avons réagi et nous avons manifesté notre satisfaction du départ de Taya. Nous avons écrit une grande déclaration de 17 points envoyés à Elie pour lui apporter notre soutien ponctuel et nous avons suspendu nos activités pour une certaine période pour le jauger et pour le juger et nous ne sommes pas prêts à le soutenir tant qu'il ne s'engage pas à résoudre les problèmes fondamentaux qu'il a hérités de Taya. Nous nous sommes rendus compte que c'est un hypocrite. En fin de compte, Elie n'est là que pour se sauver. Il faisait partie de ces génocidaires. Il a réagi justement comme un militaire, pas en tant qu'homme politique. Parce qu'en tant qu'homme politique, il aurait pu dire, j'ai pris le pouvoir, je reconnais les problèmes,
que je sois impliqué ou pas, que mon équipe soit impliquée ou pas, je tenterai de résoudre ce que je peux. Le reste, je ferai tout afin que le prochain gouvernement ne l'oublie. En ce moment, nous allons applaudir, lui apporter son soutien. Donc, il nous méprise, il refuse de parler de ses problèmes, il fait des déclarations loufoques avec le journal, le Jeune Afrique Intelligent, par le biais du journaliste François Soudan, où il affirme, il amnistie Taya. Où lui-même, il dit que Taya qui est arrivé au Nigeria, il envoie des caisses d'argent. Où lui-même, il invite Taya à venir à participer aux élections 2007, alors que les déportés mauritaniens qui sont au Sénégal, au Mali depuis 20 ans, qui sont là au bord du fleuve, qui sont victimes de toutes les injustices, ils ne les invitent pas quand même à rentrer chez eux. Donc cette démocratie-là, dont il nous tympanise, est une démocratie punique, qui ne vise qu'une seule chose, la mystification. C'est-à-dire, il veut berner le peuple afin que le prochain gouvernement lui accorde l'amnistie Taya en son gouvernement, comment dire, génocidaire. Eli n'est ni un révolutionnaire, Eli n'est ni un réformateur, c'est un navrant attentiste qui a déchiré tout le monde et il risque de partir avant la fin de son mandat. C'est pourquoi, le 14 octobre 2005, Dekalem, toute l'opposition mauritanienne, justement, je n'oublie pas ce détail qui est de taille, nous avons rassemblé l'opposition mauritanienne en Belgique, les Flammes, Dekalem, la communauté mauritanienne de Belgique, Avom, le Plèche, etc., dans un cadre qui s'appelle la COMEP, Coordination de l'opposition mauritanienne de Belgique. En 2004, le 4 octobre, nous avons organisé une grande manifestation à Bruxelles de l'Office des étrangers au Parlement européen, où nous avons démystifié le régime de Taya, avions posé la solution des vrais problèmes. Le 6 octobre 2005, Taya a réagi en envoyant ici ce sbire, un ancien ministre, Bokar Souley, et d'autres, un ancien ministre, Samba Ouel, pour venir à Bruxelles organiser une prompte manifestation et taper une opposition. C'était beau ce jour-là. Nous étions là, à la place de l'Europe, devant le Parlement européen. Nous avons taillé ces individus-là en plusieurs pièces. Il y a eu une affrontation avec la police belge qui a arrêté 52 militants, qui a fini par les libérer. Et nous nous sommes imposés aujourd'hui pour une force incontournable au niveau de la Belgique, au niveau de l'Europe. C'est pourquoi nous continuons à mener des luttes multiformes et ascendantes, à mener des pressions contre le régime onctueux, ribigineux et hypocrite du colonel Val, afin qu'il résolve le problème cruciaux avant qu'il ne parte, et nous exigeons sa démission immédiate et le retour des déportés qui sont au Sénégal et au Mali. Voilà, ça c'est votre opinion. Je vais juste vous demander, parce que votre surdité, vous en avez un peu glissé dessus, c'est en 86 que ça s'est passé. Le rassemblement. La surdité, le problème avec l'oreille. Ah, oui, oui. C'était au moment où vous étiez dans la clandestinité. Oui, ah oui, bon, je reviens. C'est-à-dire que... Non, c'est juste une question pour oui, savoir. Oui, c'est-à-dire que ma surdité, disons que ce sont les conséquences de la répression de 1986. Ouais. Vous le voyez bien, donc quand j'ai quitté la Mauritanie, c'était très difficile. Les conséquences psychologiques et autres. Vous voyez, la répression morale est aussi dure que la répression physique. Ouais. Quand les deux sont combinés, c'est un enfer pour un individu. Alors donc, ce n'est pas quand j'étais en Mauritanie, c'était le début, mais elle s'est aggravée à l'extérieur de la Mauritanie quand j'étais dans la clandestinité. D'autant plus que les grands pays à l'époque qui pouvaient faire face à cette surdité, c'était les pays de l'Occident. Ouais. La France et les États-Unis. Or, cela soutenait Taya, je ne pouvais pas tout y venir. Donc, elle s'est empirée. D'accord. Et juste un dernier mot là, est-ce que vous estimez que votre idée que vous avez mentionnée de la rotation des pouvoirs, est-ce que vous pensez que c'est l'avenir pour la Mauritanie? Ou est-ce que vous pensez vraiment que ça sera un homme, une voix, et à la limite, on laisse tomber les... Vous savez, la démocratie, elle ne se construit pas en un jour.
Le problème est qu'on apprenne à tous les Mauritaniens, d'abord qu'on liquide l'analphabétisme. Il ne peut pas y avoir de démocratie dans un pays où 99% de la population est analphabète. On doit alphabétiser d'abord les gens afin de développer leur conscience citoyenne. Deuxièmement, on doit créer un dialogue entre les différentes ethnies. Donc, Alpulaar, Wolof, Soninké, nous devons apprendre à poser ensemble nos propres problèmes dans le calme et le respect de chaque race et de chaque identité. Et chaque ethnie doit poser ses problèmes. Nous devrons voir ensemble comment les résoudre. Ensuite, comment? C'est à ce niveau justement, pour nous, le rassemblement, pour le dialogue des nationalités mauritaniennes, c'est à ce niveau, je crois, que nous pourrons trouver quelque chose qui nous conviendrait à nous tous. Sur le plan politique, je connais comment résoudre justement le problème de la question nationale. Maintenant, faut-il une rotation du pouvoir? En tout cas, dans certains pays, il y a ce que l'on appelle une direction collégiale. Dans certains pays, par exemple, il y a un président de la République. Dans les nationalités les plus dominantes, on prend des premiers ministres qui entourent le président de la République, constituent une direction collégiale. Vous imaginez, on devait chambouler la Mauritanie. Ce sont des idées, on peut les accepter, on peut les résider. Nous, on peut voir tous les serments, il n'y a pas de tabou. Si aujourd'hui le président de la République est en moire blanc, excusez-moi, c'est le bruit, est en moire blanc, alors, nous acceptons pendant 5 ans, c'est en moire blanc. Il faut qu'il y ait beaucoup de premiers ministres. Premier ministre Alpulaar, un vice-premier ministre Alpulaar, un premier ministre Wolof, un ministre Soninké, un ministre Haratim, un ministre Bambara, qui constituent une direction collégiale dont le président de la République a la voix prépondérante. À ce niveau, chaque nationalité au moins associée au pouvoir. Vous le voyez bien. Ensuite, au niveau, il faut qu'on partage le pouvoir, le président de la République. S'il est mort, mais il faut que le Premier ministre soit d'une autre nationalité, qu'il soit arrational pour l'Assemblée nationale. Il faut aussi qu'elle soit donnée aussi à d'autres nationalités. Et les autres pouvoirs, on les partage. Vous le voyez bien, une seule ethnie ne doit pas tout monopoliser quand même tous les pouvoirs. Vous le voyez bien. Ou bien ça, c'est une variante. Peut-être c'est une utopie, mais parfois aussi l'utopie transforme le monde. Qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, dans le parti politique X, voilà, tel président de la République est passé. Bon, il est, voilà son programme. Mais écoutez, et dans les années à venir, il faut qu'on trouve qu'il y ait aussi une autre nationalité, en tout cas qui passe comme président de la République. Mais c'est inadmissible que ce soit une seule ethnie tout le temps. 50 ans, c'est quand même trop. 100 ans, peut-être 1000 ans, c'est inadmissible. Il faut qu'on invente une autre forme de pouvoir, de gestion, de pouvoir collectif au niveau de la Mauritanie, où toutes les ethnies et les races participent sur un même pied d'égalité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, est-ce que ça, c'est acceptable? Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'autonomie, comme au Québec.